Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant de commencer l'épisode, je suis très heureux de vous annoncer que le 19 novembre à Toulouse, nous allons organiser la première matinée Les héros de la vente. Nous allons voir les meilleures techniques, outils et conseils pour prospecter, closer et s'entraîner aux fondamentaux de la vente. Si cela vous intéresse, vous trouverez dans les commentaires de l'épisode le lien Eventbrite pour vous inscrire. L'événement ne sera ouvert qu'à 5 chanceux, car je veux que ce soit un véritable échange. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, nous sommes sur un nouveau épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Jude. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, qui es-tu et que fait ta société ? Alors, qui je suis ? Je suis quelqu'un qui est passionné déjà, passionné par la création de valeur et la transformation, le fait de faire passer des étapes et une façon d'être différente, dans le sens où ce que j'aime, moi, c'est... je suis partisan en fait, du moindre effort. C'est-à-dire que je préfère, quand on apprend à faire du vélo, alors je vais le dire comme ça, on peut l'apprendre de plusieurs manières. Soit on se force à pédaler, à prendre le vélo, à tomber, à se faire mal, ce qui arrive quand même un peu. Soit à un moment donné, on essaie de comprendre ce que l'on cherche quand on apprend à faire du vélo. Et ce qu'on cherche à apprendre quand on fait du vélo, c'est à rechercher l'équilibre. Et à partir du moment où on a l'équilibre à vélo, on peut faire 100 km. Et en plus, c'est une faculté d'être, c'est-à-dire qu'on ne la perd jamais. Et du coup, ça devient agréable en fait, de faire du vélo. Ça devient plaisant. Et la manière dont on a appris à faire du vélo, du coup, va amener aussi le fait qu'on a envie de prendre ce vélo ou pas. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime, c'est non pas faire les choses pour les faire, pour apporter du résultat, mais parce que ça permet de développer une faculté d'être qui fait qu'on le fait avec du plaisir et qu'on le fait, du coup, avec un résultat qui est beaucoup plus fort que de le faire en étant, poussé, soit derrière, soit devant, parce qu'on n'a pas de sens. Voilà. Donc, moi, ce que je recherche, c'est le sens. Et le sens notamment dans la vente, et d'en amener le plus possible dans les entreprises, dans les organisations, chez les entrepreneurs, qui en manquent souvent cruellement, surtout dans les moments où ils sont là en train de chercher du chiffre d'affaires et qui se disent « Ok, c'est ma survie ». Et quand on est dans le mode survie, à ce moment-là, on perd le sens de ce que l'on fait. Donc, voilà qui je suis, j'ai 42 ans, j'ai repris une entreprise dans laquelle je travaille depuis 2003 et je l'ai reprise en 2011, qui est une société de conseil en efficacité commerciale et qui a pour vocation d'aider les forces de vente et d'accompagner aussi les entrepreneurs à s'accomplir en accomplissant des résultats et en créant une meilleure expérience client avec plus de valeur. Et donc ça se fait par de l'audit, d'audit de processus, la construction de méthodes de vente propriétaires et puis des formations qui se veulent inspirationnelles dans le sens où on est là pour créer un événement qui fait que au moment où le commercial voudra mettre en pratique la nouvelle méthode, la nouvelle clé, il aura un souvenir qui est agréable et qui fait qu'il passera à l'action facilement et qu'il l'aura transformé, c'est-à-dire dans le sens où ça devient une nouvelle partie de lui et c'est facile à mettre en œuvre, c'est juste l'expression de lui dans la vente et non pas une technique de plus à appliquer pour avoir du résultat. Ok, merci Antoine pour cette présentation. Alors tu as un peu introduit le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc c'est le sens dans la vente. Donc c'est toi qui as choisi ce sujet. Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est un sujet important pour toi ? Alors c'est marrant parce que quand tu m'en parles, ce qui me revient, moi, c'est un moment fort. C'est quand j'étais jeune, quand j'avais 8-10 ans, j'étais pas très bon à l'école. Voilà, j'étais moyen. Ce qui plaisait pas forcément à mon père et à ma mère qui me voyaient réussir fortement dans les études. Et donc mon père étant un directeur commercial et puis il était dans la formation des commerciaux, il m'a incentivé comme on incentive aujourd'hui des commerciaux, c'est-à-dire au bâton carotte. J'avais un fixe qui était dans mon argent de poche. Je me souviens plus exactement les montants, c'était il y a longtemps. Mais après derrière, j'avais un variable en fonction des notes que je ramenais à l'école.
J'avais un 10 en maths ou un 15 en maths ou un 20 en maths, j'avais un petit bonus. Puis à la fin, au bout du trimestre, si j'avais des bonnes notes sur mon carnet, bah, j'avais droit à un autre bonus ou un malus, hein, en fonction. Et autant ça peut marcher au départ quand on est un peu dans le mode survie pour donner une direction, c'est utile. Mais à un moment donné, et ça a été rapide, au bout de 2 mois, 3 mois, on est démotivé en fait. Pourquoi ? Parce que déjà on a atteint un palier, on se dit bah ok, finalement quand j'ai 12, j'ai ça d'argent de poche, c'est suffisant pour moi, et on apprend à vivre avec. Et de deux, ça enlève le sens de pourquoi sont faites les études. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a été obligé, pour m'aider, moi, et à être inspiré, non pas motivé, à me faire rencontrer, il a fait venir 3, 4, 5 patrons à la maison, et puis ils m'ont parlé de ce que ça pouvait apporter quand on faisait des grandes études. Et les grandes études, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était pas le fait d'être intelligent, ou le fait d'être riche, ou le fait de... Enfin, plein de choses qu'on classifie aujourd'hui comme de la réussite, mais en fait, c'est juste que ça permet d'avoir le choix. C'est-à-dire que quand on a fait des grandes études, on a le choix d'être peut-être, je sais pas, commercial, directeur marketing ou autre, et ou la possibilité d'être écrivain ou, je sais pas moi, coiffeur. Mais c'est un choix. En fait, on a plus de possibilités quand on a fait des études ou des grandes études que quand on n'en a pas fait. Ça ouvre plus de possibilités. Et donc à ce moment-là, j'ai quelque chose qui a tilté en moi, qui est de me dire, voilà, ok, du coup, pourquoi moi, je veux faire des études? Qu'est-ce que je veux faire comme études? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Et j'ai eu du coup mon drive naturel qui a été de faire des études d'ingénieur et ensuite faire un MBA. Mais le principe, ça a été surtout de me dire, ok, du coup, je savais pourquoi je voulais faire, pour avoir du choix dans ma vie. Et en fait, pour moi, depuis que j'ai repris cette entreprise en 2012, toute la vocation et tout ce que j'ai fait a été pour aider les commerciaux, non pas pour accomplir des résultats, pour assurer la survie, pour assurer du monétaire, pour assurer voilà, des plans et des objectifs. Mais évidemment que c'est utile déjà d'avoir quand même ce plan. Je ne dis pas qu'il faut le retirer dans l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant en fait. Parce que dès qu'on mécanise en fait, finalement un métier, que ce soit du coup chez les commerciaux, on va leur donner des méthodes de vente, on va les incentiver, on va amener des routines qui sont fort utiles, mais qui enlèvent le sens de ce que l'on fait. Et on en oublie qu'on fait ça pour donner de la valeur au client, pour l'amener à avoir une meilleure expérience, pour créer de la valeur pour lui. On n'est plus focusé non sur ce qu'on peut donner, mais on est focusé sur ce qu'on veut prendre. Donc voilà, je ne sais plus la question d'ailleurs que tu m'avais posée. Mais... Du coup, le sujet aujourd'hui, c'est le sens dans la vente. Ouais. Donc j'ai compris que toi, tu as eu plusieurs déclics sur le pourquoi tu fais telle ou telle activité, pourquoi tu vends un produit. Et toi, donc tu appliques en fait dans tes formations justement cette entre guillemets ce mantra de recibler en fait les commerciaux sur le pourquoi et non pas le comment ou. Alors je fais pas que ça, mais c'est-à-dire qu'il y a pour moi pour réussir dans la vente, il y a plusieurs piliers. Il y a un premier pilier qui est évidemment la méthodologie commerciale, c'est-à-dire que c'est comme si si je rencontrais Teddy Riner en fait en boîte de nuit, il sort, il est complètement bourré et moi je fais mon footing à côté et puis imaginons que j'ai envie d'être mauvais avec lui, de me bagarrer avec lui. Même lui bourré, en sortant une boîte de nuit, il me met KO. Pourquoi ? Parce qu'il a de la technique, il a de la méthode et que peu importe, il a des réflexes qui sont conditionnés. Donc c'est utile en fait d'avoir de la méthode, mais c'est pas suffisant. Dans le sens où, en fait, en gros, ce qui est utile pour moi, c'est la méthode. Voilà. Ensuite, vient le sens, c'est-à-dire le pourquoi on fait les choses, l'état d'esprit qui fait qu'on a envie de faire les choses en tant que commercial ou en tant qu'entrepreneur. Il y a un certain nombre de choses à comprendre dans l'entrepreneuriat et dans la vente. C'est notamment des facteurs clés qui font qu'on performe sur du plus long terme et qu'on ne va pas fermer sa boutique ou démissionner de son entreprise au bout de 3 ans. Les chiffres sont énormes. Une entreprise, ça ferme au bout de 3 ans. 50% en fait. 50% d'entreprises ferment à 3 ans. 70% à 5 ans, 96% à 10 ans. Donc en fait, il n'y a que 4% des entreprises qui restent au bout de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de vente, des problèmes d'inspiration, des problèmes d'état d'esprit qui font qu'à un moment donné, on ne se relève pas. Donc là, et après, il y a du coup quelques facultés qui font que nous, on a observé chez les plus de 100 000 commerciaux qu'on a formés, qui font la différence en vente et qui font qu'en gros, ils se dépassent. Le premier, c'est la responsabilité. Premier de facteur clé.
Et dans la responsabilité, on va dire le niveau zéro de la responsabilité, c'est que je ne suis pas responsable de ce que je fais ni de ce que je ressens. Et puis on a toujours des commerciaux qui vous expliquent qu'ils n'ont pas le bon secteur, ils n'ont pas les bons clients, qu'ils sont ceux qui n'achètent pas. Ah bah tiens, l'autre il a un meilleur secteur, ça fonctionne mieux. Et du coup, c'est comme ça qu'ils expliquent qu'ils n'ont pas leurs objectifs. Ou alors c'est le marché. Mais c'est bizarre, le marché, c'est le même pour tous les commerciaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul commercial qui fait la différence. Donc voilà, tous ces gens-là, en fait, alors souvent on les amène, on dit qu'ils sont pessimistes, mais en fait, c'est pas forcément qu'ils sont pessimistes, c'est qu'ils ont un niveau de responsabilité qui est au niveau zéro, c'est qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe pour eux, et ils ne sont pas responsables de ce qu'ils ressentent, ils ne sont même pas responsables de ce qu'ils font. Pour eux, ils sont des gens qui sont en réaction, tout est externe. Et il y a plein de gens comme ça, et il y a plein de gens qui ont transformé cette possibilité en accédant au niveau, par exemple, 1, ce que j'appelle 1 de la responsabilité, c'est celui d'au moins être responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on ressent. Et ça a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle le docteur Viktor Frankl, qui a été déporté dans les camps de concentration à Auschwitz, et qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui mouraient le plus vite dans les camps de concentration, ce n'étaient pas ceux qui étaient les plus faibles. En fait, c'est ceux qui étaient même les plus baraqués et qui étaient le plus en action. Pourquoi ? Parce qu'ils s'épuisaient et ils questionnaient plus le sens. En fait, les faibles, dans le sens faible physiquement, résistaient parfois plus longtemps parce que ils questionnaient le sens, ils se posaient des questions et puis ils avaient créé une vie intérieure qui fait qu'ils cherchaient le sens dans ce qui se passait. Alors, difficile de trouver du sens dans ces moments-là, mais ils y arrivaient quand même. Et il a codé une autre chose, c'est que, en fait, la douleur est un signal. Et le signal, soit on le code comme de la souffrance, dans le sens je mérite pas ça, c'est pas normal, nanani, nanana, soit on le code en plaisir. En se disant, en mettant du sens sur ce qui nous arrive. C'est ce qu'on fait tous, par exemple, quand on va à la salle de sport. Quand on va à la salle de sport, je ne suis pas quelqu'un qui est sportif, d'ailleurs, du coup, moi, quand je vais à la salle de sport, ce qui se passe, c'est quand je prends la haltère et qu'elle tombe sur mon bras, en fait, ce qui peut s'appeler le contexte, donc un client, une problématique, un problème je veux dire, dans l'entrepreneuriat ou dans la vente, c'est comme une haltère qui vous tombe sur le bras et qu'il faut remonter. En fait, parce que ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas suffisamment musclé à cet endroit-là pour que ça fonctionne tout seul. Et moi, quand j'ai ma haltère, en fait, au bout de la 3, 4, 5e montée, j'ai mal. Et en fait, j'éprouve de la douleur, mais je le code comme de la souffrance. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la santé, c'est pas mes valeurs hautes. Et donc, du coup, si c'est pas mes valeurs hautes, ça veut dire que, en fait, je me dis pas, je sais pas, j'ai une femme, j'ai déjà des enfants, je me dis pas, ça va me permettre de séduire, j'ai déjà ça à la maison. Par contre, celui qui se dit, ok, je vais faire du sport pour ma santé, parce que ça va me permettre de vivre longtemps et j'aspire à ça, ça va me permettre aussi de séduire, ça va me permettre d'être bien dans mon corps, enfin, de garder mon mental gagnant, et bien celui-là, à chaque fois qu'il va soulever la haltère, en fait, il va se dire, chouette, mon muscle grandit, chouette, j'ai de la douleur, cool, j'ai du plaisir, parce que je vais vers mon objectif. Et en fait, c'est tout le sujet de la responsabilité, c'est de comprendre que ce qui nous arrive, c'est fait pour nous aider à atteindre notre objectif. Maintenant, il faut y mettre du sens. Ouais, ton exemple, il me fait penser à la biographie de Arnold Schwarzenegger, où le mec, en fait, explique que il passe des heures et des heures à la salle parce que son objectif, c'est d'être Monsieur Univers. Et puis derrière, il va avoir d'autres objectifs, être acteur, être un magnat de l'immobilier, être gouverneur de la Californie. Et ça me fait penser à ça, tu vois. Il part du pourquoi il va à la salle, il arrive à être gouverneur de Californie, en venant d'Autriche. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si les commerciaux étaient autant inspirés par faire une différence de valeur pour leurs clients et créer une expérience de client magnifique, exceptionnelle, et bien en fait, ils pourraient aller aussi loin, ils pourraient supporter n'importe quoi. Des humiliations, ils pourraient supporter des rejets, ils pourraient supporter des tas de choses et continuer à se dire, ok, d'ailleurs, souvent les meilleurs commerciaux, c'est ceux-là. C'est ceux qui, du coup, ils n'entendent même pas les humiliations parce qu'ils sont tellement drivés par créer de la valeur, créer de l'inspiration, aider et aimer leurs clients qu'à un moment, tout passe. Ils ne le ressentent même pas. Et puis l'autre qui est à côté, qui est moins inspiré par ça, et quand il va prendre une porte, quand il va prendre quelqu'un qui fait une objection, quand ça se répète, il va de moins en moins passer à l'action. Ou alors il va chercher, du coup, il va dire mécaniquement quelque chose qu'on lui a dit d'apprendre, de faire. Ouais. Et il va se dire, ok, je le fais parce que pourquoi tu le fais ? Parce que je gagne de l'argent.
mais point barre. Et il ira jamais aussi loin que celui qui est inspiré. Ouais, Donc trouver les vraies valeurs en fait des commerciaux et les aider à inclure ça dans leur méthodologie commerciale, ça fait des gagnants. donc tu dis trouver les valeurs qui m'animent. Tu dis aussi, c'est intéressant, faire vivre une expérience de rendez-vous ou de pré-collaboration. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est une certaine posture quand tu vas en rendez-vous de te dire, bah, le rendez-vous, je vais faire passer un bon moment à mon prospect. Mm. Je ne suis pas là pour être en confrontation, etc. Et ça, le fait de changer de posture comme ça, ça peut changer vraiment la donne. C'est clair. On en a parlé un peu en off tout à l'heure, mais on a parlé de rendez-vous comme ça où on changeait la posture et puis ça peut complètement modifier la perception de ton prospect et du coup le résultat final. Est-ce que, juste avant de passer aux autres facteurs, tu as dit, toi tu essayes de faire passer des gens qui ont au niveau de la responsabilité de 0 à 1. Alors même plus, je me suis arrêté à plus, 1, mais ouais. en fait le niveau 2, c'est celui où on prend conscience qu'on co-crée Ouais. les résultats et que du coup, tout ce qui nous arrive est un levier de changement, est un levier de transformation, est un levier pour faire plus, donner plus, grandir et devenir une nouvelle personne qui a de plus en plus de facultés et pour qui la vente est de plus en plus facile. Ouais. Quand on est commercial au départ, je sais pas, on va dire on commence, on vend des offres à 5 000 euros, à 10 000 euros, 15 000 euros. Et puis ensuite, pour vendre des offres à 500 000 euros, 1 million ou 2 millions, par exemple, ce n'est pas les mêmes types de compétences. Et si on ne fait pas le chemin, c'est-à-dire que si on ne comprend pas qu'en fait, il faut, pour gérer un deal à 500 000 euros, à un demi-million, qu'il faut devenir manager d'une partie de ses clients, qu'il faut gérer la partie, comment on appelle ça, commande, prévision, inscription dans le plan d'action global, en fait, qu'on a plus de valeur à apporter, on va stagner. Et si on stagne, on va encore rencontrer... en fait, en gros, c'est que ça nous met sur la route, aujourd'hui, les bons problèmes. Moi, par exemple, il y a 3 ans, j'avais... en général, on a des contrats avant, à cette époque-là, on avait des contrats à 2 mois, 3 mois, et ça durait 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, j'avais pas une grande visibilité, en fait. C'est ça, il fallait acquérir beaucoup de clients. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une problématique dans laquelle j'avais peu de trésorerie et puis plus de visibilité client. Qu'est-ce que ça m'a appris à faire? En fait, ça m'a appris, et c'était juste le bon moment pour moi parce que je voulais scaler ma boîte, ça m'a appris à vendre des contrats, des énormes contrats, dans le sens, alors on a vendu un contrat qui faisait 3 millions, donc qui faisait 2 fois la taille de la boîte à l'époque, 3 fois même. Mais parce qu'on a appris du coup à cesser de négocier avec les clients pour détruire la valeur et en disant, ok, du coup la valeur, si vous la voulez pas sur cette année, on peut l'étaler sur plusieurs années. Et donc, du coup, ça a créé à la fois de la visibilité dans ma société. Donc, on avait cette fois-ci 1 an, 2 ans, 3 ans de visibilité, avec en plus, du coup, on pouvait demander des échelons de paiement et donc faire en sorte que la trésorerie rentre avant. Si je m'étais plaint de ma situation, si je n'avais pas compris qu'il fallait que je change mon offre, qu'il fallait que je change mon approche client et que c'était ce que ça me demandait pour grandir, je serais resté à l'endroit où j'étais. Je me serais plaint et peut-être que j'aurais fermé la boutique. Là encore, c'est un état d'esprit et c'est pareil quand on vend des produits à un certain prix. Souvent, on dépasse pas le stade de ce que tu dis, c'est-à-dire on est fixé à un certain prix, on va pas au-delà, alors qu'en fait, on pourrait, si la valeur de notre produit est prouvée, on pourrait aller au-delà et ne pas hésiter à augmenter nos prix. Il faut que je fasse un épisode sur le pricing. Ça fait un moment que j'en parle, mais, mais je ne le fais pas. Comment tu les fais passer concrètement, rapidement, sur responsabilité de minimum à responsabilité importante? En fait, c'est des exercices. C'est un équilibre. Ouais. C'est de comprendre que tout dans la vie est équilibré, et dans la vente aussi. Donc en fait, il suffit de regarder dans la situation quels sont les avantages de la vivre et quels sont les inconvénients aussi de la vivre. Et de voir qu'en fait, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Donc après, on devient du coup centré émotionnellement. Et à ce moment-là, on a le choix. Soit on se dit, OK, ça correspond à ce que je veux faire, à ma mission de vie, à ma raison d'être de mon entreprise, et j'y vais, parce que je suis conscient clairement qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, mais je sais que ça va me faire grandir, c'est la direction à laquelle je veux grandir. Et tout ça, je le dis, je le décortique, mais en fait, c'est inconscient ce qui se passe. Ouais. Soit, à ce moment-là, je décide de ne pas y aller. Mais en tout cas, je suis équilibré, c'est-à-dire que je perçois la situation de manière équilibrée. Et donc, je sais que ce qui m'arrive, clairement, c'est un palier pour grandir. Je sais pas, j'ai écouté un épisode d'une interview aussi de Marc Simoncini ce matin,
clairement, il dit d'avoir perdu 25 millions a été la plus grande chance de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'après, il a créé une boîte qu'il a revendue mythique, hein, notamment 300 millions. Et c'est dingue de penser ça. C'est dingue de même de pouvoir le dire. C'est dire, OK, parfois une perte d'argent, parfois une perte d'un client, parfois une difficulté que je vais rencontrer pour me faire payer va être la source de quelque chose qui va me faire grandir. Donc du coup, ça veut dire que c'est équilibré à ce moment-là. Mais comme je ne vois pas la deuxième partie de l'équation, et ben voilà. Donc on aide en fait, nous, en coaching, en formation, à équilibrer ce genre de perception pour avoir de la niaque et aller, non pas se battre pour survivre, mais aller donner ce qu'on a à donner parce qu'on est inspiré par le faire. Ouais. C'est la fameuse phrase de Mandela, je ne perds jamais, j'apprends. Ouais. Tu peux me parler des autres facteurs donc tu m'as dit qu'il y avait 4 facteurs. 4 principaux. 4 principaux, ouais. Donc du coup, la responsabilité, après, ça se traduit par des méthodologies commerciales. Hein. C'est-à-dire qu'on va donner des méthodes de vente qui sont inspirées de ça et qui vont permettre de coller à la personnalité du vendeur et à la personnalité de l'entreprise. Et on crée des méthodes de vente propriétaires. Après, en fait, nous, on a recensé 10 facteurs. Donc après, le deuxième, je vais t'en parler, c'est l'audace. Ah, j'en ai parlé un peu dans un épisode de l'audace. L'audace ? Ouais. Ok. Ouais. Alors, lui, parce que la manière dont on en parle, moi j'en parle, et que souvent on parle de confiance en soi, on dit qu'il faut que le vendeur ait confiance en lui, dans ses produits, et ça fera la différence. Alors, la confiance, la problématique, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si on était comme Angelina Jolie, si on est une femme, ou Brad Pitt, un homme. On a le sentiment que c'est des gens qui sont sans stress. Voilà. Et c'est parce qu'on a une image d'eux, parce qu'on les admire, parce qu'on ne voit pas tout d'eux. Et on se dit, OK, il faudrait que le commercial, quand il a confiance en lui, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas le stress, il ne ressent pas la peur. En fait, ça, c'est impossible, déjà. Et quand on a confiance en soi, ça veut dire qu'on passe à l'action. Donc, en fait, il y a une faculté qui est plus forte, c'est le courage, pour moi. Le courage, c'est la capacité à traverser la peur. C'est-à-dire à se dire, OK, j'ai peur, mais si j'ai peur, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est aussi parce que ça m'amène à me transformer, c'est quelque chose que je ne connais pas, et donc du coup, j'y vais y aller quand même, mais en regardant qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour transformer cette peur en opportunité. Et l'idée, l'intention en tout cas qui est derrière cette notion de courage, c'est que plus moi je traverse ma peur, je sors de ma zone de confort pour y aller, plus aussi j'aide mon client à le faire, à savoir le faire. Parce que le client, pour lui, quand il vient, soit c'est du renouvellement en fait, de produits, dans ce cas-là, il a juste à acheter aux meilleures qualités-prix, soit ça va amener un projet de transformation dans son entreprise, soit ça va amener une transformation dans sa vie. Et donc, il va falloir qu'il sorte de cette zone de confort. S'il voit le commercial en capacité de développer cette faculté de courage, d'être vulnérable et de passer quand même à l'action, ça va l'amener aussi à se dire, OK, s'il est capable de faire ça à ces moments-là, il va pouvoir m'aider et me soutenir. Et donc, je peux compter sur lui. Parce que quelqu'un qui a peur et qui y va quand même, on peut compter sur lui. On lui fait confiance. Voilà. Donc pour moi, le courage est bien plus fort parce que c'est à la base de l'idée de confiance. Et à la fois, c'est apprendre aux gens à se dépasser, à grandir, à transformer leur vie et à pas rester à l'endroit où ils sont. Et donc, tu as des méthodes pour apprendre à être courageux ? Alors, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est de bien calibrer le plan d'action quand on est en coaching ou en formation pour que le petit pas soit suffisamment ambitieux et fasse suffisamment peur pour qu'il y ait une transformation. Déjà, c'est-à-dire qu'on crée déjà la valeur, on donne la possibilité à la personne d'expérimenter tel ou tel truc avec un client. Et ensuite, on va l'amener à conceptualiser à quel type de client il va le faire, ce qu'il va obtenir comme résultat, et on va le suivre. Voilà, et il prend un engagement. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir faire en sorte que les gens le fassent, il ne faut pas que ce soit une formation one-shot ou un coaching one-shot. Il faut que ce soit suivi. Et à la fois, donc du coup, dans une semaine, on se revoit. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché quel est l'endroit où tu n'as pas réussi à passer à l'action ? Ça, alors ok, c'est quoi la peur qui est derrière ? De distinguer en fait la peur et à ce moment-là, de l'aider à équilibrer, de lui donner des techniques pour l'amener à passer à l'action. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la valeur et tout ce qui fait la différence dans une formation, c'est le suivi. D'accord. Plus il y a du suivi, en fait, dans les formations, on dit que 80% à l'issue, au bout de 2 mois, 3 mois, il n'y a plus rien qui reste, sauf ce qui a été mis en action. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Ouais, c'est la mise en application. On apprend l'équilibre, donc on a la faculté, mais si son vélo il reste au garage, eh ben, ok, on a appris un truc, mais on ne met pas en pratique. Donc du coup, l'entreprise qui a investi pour une force de vente, ou l'entrepreneur qui a investi lui-même pour sa formation,
a perdu de l'argent. Clairement. Il s'est formé pour rien. Ouais, d'où l'importance de l'entraînement sans cesse des commerciaux. Ouais. Super, tu veux qu'on passe aux autres facteurs? J'aurais pas le temps de tous les développer, mais pour ça, nous, on a du coup sur notre site, on a 2 sites. Si vous êtes une grande entreprise ou une ETI, allez sur le site ITC Conseil. Et là, on a des études et on vous aide en fait, finalement à calibrer des méthodologies commerciales spécifiques pour votre force de vente. Et l'idée, c'est de construire une méthode de vente propriétaire qui fait que c'est aligné avec l'expérience client et qui fait que c'est plus facile pour votre force de vendre. Et ça fidélise les clients. Ou alors, on a des outils de qualification des réseaux ou de coaching des réseaux pour faire en sorte de créer une posture commerciale qui inspire. Voilà, et qui fait qu'on a le résultat au-delà simplement du fait que les clients aiment les produits. Voilà. D'accord. Tu m'as parlé un peu en off de d'autres thèmes qu'on peut aborder rapidement. Par exemple, la gestion du rejet. Oui. Voilà, le sens, avoir gardé un sens, un pourquoi dans sa vente. Qu'est-ce qui se passe quand on a des portes qu'on se prend des portes, qu'on a des rejets C'est quoi la posture que tu préconises là-dessus? En fait, le rejet, quand on ressent du rejet, il faut savoir que déjà, c'est nous qui créons ce sentiment de rejet. C'est notre responsabilité de le créer comme ça. On le vit comme ça, mais le client, lui, souvent, il n'a pas cherché à vous rejeter. En fait, il a juste été clair envers ses valeurs. L'offre, la proposition que vous lui faites lui convient ou lui convient pas par rapport à ses valeurs intrinsèques ou pas. Voilà. Et après, dedans, ok, c'est vrai qu'il y a, on va dire, la posture du commercial, les produits, le contexte client, le contexte marché qui fait que c'est une somme finalement auquel le client dit non ou le prospect dit non. Et déjà, c'est pas vous-même. Donc en fait, il s'agit déjà de pallier l'estime de soi à ce que disent les gens quand ils acceptent votre produit ou pas. Alors, quand on est commercial, on a plus de facilité à distinguer ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une somme de produits et on a une organisation. Quand on est entrepreneur, souvent, quand on prend une porte, surtout en phase de démarrage, on se dit on m'aime pas. Ouais, c'est quand même important de modifier cette posture parce que c'est souvent au début, tu prends beaucoup plus de portes que de oui. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a de la chance. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu un aimant qui avait qu'une phase plus. Donc en fait, quand on est comme ça et qu'on a du rejet, qu'on ressent le rejet, c'est qu'on a un espèce de fantasme en se disant qu'on pouvait plus attirer que rejeter. Et pourtant, sur cette terre, il y a un pôle nord, pôle sud, tout est polarisé, tout est binaire. Et donc du coup, comme on n'a jamais vu le plus d'un aimant, ça va attirer le moins, mais ça va repousser le plus, et il y a un moins. Donc en fait, la vie est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'en fait, on va rejeter autant qu'on va attirer. Ouais, d'où l'importance de comprendre qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Et même si tu prends Apple, par exemple, il y a plein de gens qui ne voudront jamais acheter Apple. Mais c'est clair. Alors que c'est l'entreprise qui, sans doute, vend le plus dans le monde. Et quand on regarde, les parts de marché en général, même d'un géant, ne dépassent jamais les 40%. Quelqu'un qui a une position vraiment dominante ne dépasse pas les 40% de parts de marché. Quand on regarde le marché global. On pourrait même citer Google, mais quand on prend en compte le marché chinois, ils sont pas à 40, ils peuvent pas dépasser 50%. Ah oui, super, je connaissais pas cette et souvent, même quand on publie des vidéos, des podcasts, ce podcast-là, clairement, quand il y a des gens qui l'écouteront, il y aura 50% des gens qui diront c'est de la merde et d'autres qui diront c'est génial. Et puis, ça va dépendre de qui est-ce qu'on a touché, qui va s'exprimer. Est-ce qu'on va toucher ceux qui, du coup, disent c'est de la merde ils vont mettre des on-like ou alors les autres. Mais clairement, c'est équilibré. Et parfois, ceux qui du coup disent, commentent et disent c'est nul, nanana, en fait, ce qu'ils font, ils font un cadeau parce qu'en fait, ils sont en train de publier ça à plus large, qui fait qu'il y a même des gens qui n'auraient pas eu accès à cette vidéo et qui vont la trouver bien et qui vont devenir potentiellement acheteurs. Et bien sûr, plus tu montes au sommet, plus le vent souffle fort. Donc, plus tu es connu et plus tu as de chances d'avoir des détracteurs. Exactement. Voilà. Et plus j'aime bien les allégories. Plus tu te rapproches du soleil, plus tu te brûles les ailes. Mais c'est exactement ça. Et voilà. Et comme on a ce fantasme-là de se dire, ok, quand on veut être aimé parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de reconnaissance, c'est là où on éprouve le rejet. Et parfois, il faut se rappeler aussi une chose, c'est que le rejet, il est bénéfique. Moi, je me rappelle,
J'ai ma sœur qui écoutait Patrick Bruel quand elle était jeune. Et à un moment donné, je me souviens de cette histoire où Patrick Bruel était parti manger une pizza aux Champs-Élysées. Et il y avait, je sais plus, 200 000, 300 000 personnes qui sont venues à la pizzeria. Parce qu'on a su que c'était Patrick Bruel. Et donc, du coup, en fait, de vouloir trop attirer aussi, il y a des désavantages. Parfois, on n'est pas capable de servir les clients. Parfois, on crée soi-même, on n'a pas envie de donner autant parce qu'en fait, on a le sentiment qu'on nous prend énormément. Donc, en fait, parfois, d'avoir du rejet des clients, c'est du stop. Moi, je voudrais pas la vie de Brad Pitt. Partout où il va, on lui cire les pompes. Partout où il va, on lui demande de l'argent. Partout où il va, nombre de personnes de sursollicitation. Donc, en fait, d'avoir du rejet aussi, c'est top. Ouais. En fait. Et quand on s'aime pleinement, c'est-à-dire quand on sait ce qu'on veut vraiment donner et qu'on n'est pas à propos de rechercher de la reconnaissance chez l'autre, mais qu'on est clair sur voilà la distinction, voilà ce que je veux apporter, voilà ma création de valeur et je veux le donner à ce type de personne, ce type d'entreprise, parce que je vais faire une différence pour elle, on n'est pas à propos de se faire rejeter. Ouais. Puis dans le rejet, tu peux aussi trouver des apprentissages. Pourquoi ce type de client me rejette peut-être je ne suis pas sur le bon marché. Oui, exactement. Ou alors j'ai une offre qui doit être encore améliorée. Donc là aussi, c'est une bonne chose d'analyser le rejet, non pas comme quelque chose contre nous, mais plutôt comme dans les objections, il y a une part de vérité souvent. En fait, on a des informations. Ouais. Le pire, en fait, finalement, c'est de ne pas y aller parce que quand on n'y va pas, on n'a pas l'information de retour. Alors que là, on y a été. Certes, ok, on a un nom avec une explication. Ouais. Ou alors on cherche à donner du sens à tout ça et on revient, on a gagné une information. On ne revient jamais sans rien, en fait. Le pire, c'est de pas passer à l'action. Ouais, c'est par exemple là, on sort un peu de la vente, quoique les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, souvent on leur dit ne grillez pas vos cartouches tout de suite, parce qu'en fait les premiers investisseurs que l'on va voir, on va bien sûr se prendre des noms, mais ça va nous permettre d'améliorer notre discours, notre pitch, etc. Et en fait les investisseurs clés, c'est à la fin qu'on va réussir à les convaincre. Donc c'est un peu la même chose, c'est le rejet que je vais avoir au début va me permettre de progresser et d'être bon sur la fin. Puis l'idée quand on est entrepreneur, c'est pas de lever des fonds. L'idée pour un entrepreneur, c'est de devenir quelqu'un qui est suffisamment inspirant pour lever des fonds, pour toutes ces idées. Parce que ça se trouve, quand on est entrepreneur, on n'a pas qu'un seul produit, donc on apprend. Et quand on sait lever des fonds, on sait pitcher devant des business angels, et on sait créer l'inspiration et la confiance qui fait qu'on donne de l'argent, c'est là où il y a des entrepreneurs qui construisent une boîte qui réussit et il y a des entrepreneurs qui en construisent plusieurs. Ouais. Et c'est pas la même chose. Ouais, mais bien sûr, mais souvent c'est la première qui est la plus compliquée. Oui. C'est souvent parce que justement tu as appris de tes erreurs et puis quand tu recrées une deuxième boîte, toutes tes erreurs tu ne les refais pas. Est-ce qu'on peut parler un peu du thème tu l'as évoqué un peu, mais du thème de l'argent? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'argent pour le commercial, ça va être un moteur, mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Ouais, en fait, l'argent, on est tous émotionnels par rapport à l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, il a fallu qu'on négocie, qu'on fasse l'expérience quand on était enfant je sais pas, on a tous codé ça de manière différente. Moi, j'ai codé ça comme quelque chose qui était une obligation, une survie, ou le fait de faire plaisir à quelqu'un. En fait, c'est ça que j'ai codé dans mes premières expériences à l'argent. Et si on regarde bien quelles sont les premières expériences qu'on a tous à l'argent, on a donné un certain sens. Et ce sens va nous amener à en vouloir plus, à en vouloir moins, ou à être équilibré par rapport à un certain type de normes. Et en fait, on attire à soi ce qui est une norme pour soi. C'est-à-dire que si j'ai du mal à perdre 5 euros ou à gagner 5 euros, de vouloir vendre des contrats à 1000, 5000, ça va être un peu compliqué pour moi. Hein. Par contre, si je suis capable du coup d'investir et de perdre ce que va faire un millionnaire, un Warren Buffett, lui, en fait, il est capable de perdre 1 milliard, voire 10 milliards, sans sourciller, sans être émotionnel. Il sait très bien que c'est un cycle. Il y a un cycle où ça monte, un cycle où ça descend, que tout n'est pas dépendant de lui. Et donc, du coup, quand il perd 10 milliards, il n'a pas de problème. Contraire, même en général, quand il perd 10 milliards, c'est qu'en général, il y a un contexte marché qui fait, il va réinvestir. Ouais, c'est Oussama Ammar qui dit il faut voir l'argent comme un flux et non pas comme un stock. Ouais. C'est-à-dire, c'est en perdant de l'argent que tu vas en gagner plus demain.
Tu investis, tu dépenses de l'argent pour investir Ouais. et pour du coup grossir demain. Donc, par exemple, là, tu as une trésor, vaut mieux embaucher 2 commerciaux avec ta trésor pour avoir plus de clients demain plutôt Mm. que de garder ta trésor et essayer d'être tout seul à développer tes ventes, par Ouais. exemple. Ouais, j'entends bien le point. Mais bien sûr, Ouais. le pas à passer psychologique, quand tu n'es pas dans ce schéma mental, il est pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs ou de commerciaux qui ont du mal à fixer un prix de vente ou à parler de prix de vente élevé. Mm. C'est qu'on a une barrière mentale qui fait que... Bah, on raisonne par rapport à soi. Est-ce que c'est cher ou pas par rapport à moi? Et Ouais, qu'en c'est fait, ça. il faut raisonner par rapport aux valeurs du client. C'est ça. Et qu'on connote justement l'argent. On dit soit c'est bien, soit c'est mal. Parce qu'on va se dire, ok, quand on critique des footballeurs qui gagnent, je sais pas moi, de 20 millions ou 30 millions, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est mal. C'est mal de gagner 20 millions. C'est mal. Ouais. Et qu'on voit pas la valeur derrière de comment est-ce qu'ils ont créé ça. Et en fait, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est sûr que, en fait, si je coupe des tomates pour mes enfants, c'est top. Si je m'en sers pour tuer quelqu'un, c'est mal. Mais en fait, c'est pas le couteau du coup. C'est l'utilisation qu'on en fait. Le couteau, ça reste un outil. Et c'est la même chose pour l'argent. En fait, l'argent, c'est un outil. Et la façon dont on va s'en servir, on va le connoter bien ou mal. Et en fait, l'argent, ça amplifie ce que tu es. C'est-à-dire que si tu as un panier percé, tu ne sais pas investir, tu ne sais pas thésauriser, tu ne sais pas générer, et bien en fait, même si on te donne plein d'argent, si tu gagnes au loto, tu vas le perdre ton argent. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs à plein de gens quand ils gagnent au loto. C'est qu'en vrai, ça pète dans leur tête. Et on se dit tous que le jour où je gagnerai, je sais pas moi, 20 millions au loto, voilà ce que je ferai. Mais en fait, ça, c'est juste un fantasme. Quand on l'a, on pète une durite. Parce qu'on n'est pas habitué à gérer autant d'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, Mike Tyson, qui a généré 500 millions de dollars, pardon, eh bien, il a généré encore plus de pertes. Ouais, ben, aux États-Unis, 60% des sportifs américains finissent ruinés, alors Ben que voilà. c'est des multimillionnaires. Parce qu'ils ne sont donc pas ils sont... équilibrés au niveau de l'argent. Ouais. Pour l'argent, il faut savoir c'est l'investir, il faut savoir l'épargner et savoir le générer. Et le faire travailler. Ouais. Ouais. C'est trois compétences qu'il faut savoir faire avec l'argent. Et quand on est commercial ou entrepreneur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut ça apporte de la stabilité, du flux et également de l'investissement pour le futur. Et plus, du coup, on va être en capacité de mettre son argent et ses finances au service de son inspiration, plus on va en vouloir plus, on va être en capacité d'en générer plus. D'où c'est important à chaque fois de savoir ce qu'on veut faire et de regarder comment, derrière, en termes d'argent, ce que ça veut dire. Pour pouvoir se mettre en action et aller chercher dans ses valeurs des ressources qui vont faire qu'on va aller chercher cet argent. Et c'est essentiel, évidemment, pour valoriser chez un client. Et souvent, l'erreur que font même plein de gens, c'est qu'ils ont une approche par les coûts. C'est-à-dire qu'ils disent, je prends un indépendant classique qui veut gagner 100 000 euros, il dit j'ai 200 jours dans l'année, je vois ça dans mon marché, marché du conseil. Donc du coup, j'ai 200 jours, je divise 100 000 par 200, ça fait 500 euros la journée. Et là, ils disent, ok, du coup, ma journée pour faire ça, c'est 10 jours. Et en fait, ils vendent aux clients des journées. Ils ne vendent pas un résultat, ils ne vendent pas une valeur. Et en plus, ils oublient plein de choses. C'est que dans le temps, il faut faire du commerce, faire du marketing, qui sont chefs d'entreprise. Ouais, et l'approche par la valeur, c'est de se dire, OK, combien mon client est prêt à payer pour ça? Quelle valeur il va en retirer? C'est pas pareil si on prend la bouteille d'eau qui est ici. Si je te la vends ici, tu vas me dire, OK, je suis prêt à la payer 1 euro. Allez, 2 euros parce que tu es sympa. Tu m'as fait un bon pitch, c'est cool. Mais ça ira pas plus loin. Par contre, si cette bouteille d'eau, j'arrive à te la vendre au moment où tu es dans le désert, que tu n'as pas suffisamment d'eau dans ta gourde, et que j'arrive, moi, je t'amène le service et je te la vends 20 euros parce qu'il y a plus de livraison, ok, mais à la fin, il y a plus de marge pour moi. J'ai créé plus de valeur. Je sais pas, peut-être que j'ai margé à 5 euros au lieu de marger ici à 50 centimes. Et je crée plus de valeur pour toi. Et toi, ça te rend un meilleur service parce qu'à ce moment-là, tu en as plus besoin. Ouais, là, c'est Et je suis pas en train de te manipuler, c'est juste que c'est dans ton expérience à toi. C'est la perception de la valeur et le prix qu'on est prêt à payer pour un service comme ton exemple de l'eau dans le désert. Super Antoine, on va arriver à la 40e minute de l'épisode. Du coup, est-ce qu'on peut passer aux dernières questions ou tu as d'autres choses à ajouter sur ce thème? J'ai toujours des choses à ajouter, mais passons du coup aux dernières questions. Mais on a bien brossé plusieurs sujets, donc c'était intéressant. Est-ce que toi, tu as des contenus, que ce soit audio, vidéo, écrit,
que tu lis, qui te permettent de progresser dans ta fonction commerciale ou dans ta fonction d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux partager ça? Oui, alors bon, les livres que je lis, en fait, en gros, que je conseille quand même toujours aux commerciaux ou aux entrepreneurs. Il y en a un pour moi qui est absolument essentiel à lire quand on fait de la vente ou quand on veut l'apprendre ou qu'on veut aller à un autre niveau, c'est le spin selling. C'est un vieux livre, hein. Clairement, il est 1980. En fait, il y en a deux. Il y a L'Art de vendre de Goldman, Heinz Goldman, édité dans les années 60. Et un autre, et donc du coup ça c'est une bible, et c'est sûr que c'est avec des vieux exemples, mais c'est tellement bien écrit. J'ai jamais lu un livre aussi bien fait sur la vente, jamais. Et ensuite il y en a un autre, du coup c'est le spin selling, parce que c'est une référence et que ça permet d'expliquer la vente complexe, la vente de valeur. Et après on peut lire plein d'autres livres qui viennent après, mais pour moi c'est vraiment, si on veut lire celui qui a tout démarré, c'est celui-là. Voilà, c'est deux livres que je conseille là à lire. Après, dans les ressources, aujourd'hui, moi, je suis des gens aux États-Unis comme Jeb Blount, comme comment il s'appelle Grant Cardone, Anthony Yanario, qui est très très bon sur la vente. Et puis après, sur la partie inspirationnelle, c'est des gens comme Tony Robbins. Voilà, qui clairement pour moi, ou John DeMartini, ou voilà, qui vont mettre du sens après dans ce qu'on va apprendre en termes de technique. Et les deux piliers ensemble, ça fait en général des belles réussites, dans mon expérience. Ok, super. Est-ce que tu as des routines qui te permettent de performer? Donc ça peut être des applications, du sport. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu utilises au jour le jour et qui te permettent de t'organiser ou d'être différent dans ton Ouais, métier? j'ai une routine le matin où j'ai un appel avec mon coach. 15 minutes. Tu es un coach, ok. 15 minutes, on s'appelle et je crée ma journée. En fait, j'ai une intention dans la journée, créer des éléments de valeur qui fédèrent et qui font une différence pour les gens. Par exemple, en ce moment, c'est ce que je travaille. Et je vais créer ma journée à partir de cette intention. Regarder chacun des éléments, quelle valeur je vais apporter, qu'est-ce que je vais faire, quelle valeur, à quoi je joue comme type de résultat. Et donc, je vais créer ma journée le matin avec ce coach. Et donc, ça va me donner de la clarté. En fait, ça me crée une vision spécifique. Au lieu d'avoir une liste de choses à faire, en fait, je le crée, mais en me disant, OK, quelle expérience je vais faire vivre, qu'est-ce que je peux donner et quel est le résultat auquel je joue. Donc Voilà. le matin, tu te poses et tu te dis, c'est quoi les expériences que je veux vivre aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux créer, et à quoi je joue en termes de résultats. En fait, c'est le même système que l'archer. Il prend son arc, il se pose, il se centre, il prend sa flèche et il vise. Donc voilà, je vise mon objectif. Ouais. Et après, paf, dans ma journée, du coup, une fois que j'ai posé tout ça, je lâche et je déroule ma journée en termes d'action. D'accord. Et tu m'en as parlé aussi avant l'épisode, beaucoup de données pour recevoir. Ouais. On pay it forward, comme ils disent les Américains. Donc c'est toujours la vente, c'est aussi ça. C'est une relation toujours je donne et je reçois ensuite. Ouais. En fait, évidemment, en fait, c'est la base. Soit on est en mode survie et je cherche qu'à prendre, et à un moment donné, je vais prendre, mais à un moment donné, on va plus pouvoir me donner parce que j'aurais épuisé tout. Hein. C'est un peu le mode chasseur extrême où je détruis finalement toute la création de valeur client. Ouais, c'est le loup de Wall Street. Ouais. Le loup de Wall Street qui marche pas. Hein. Clairement, à un moment donné, ça marche plus. Ça marche au début, ou ça marche quand on est un mercenaire et qu'on change de force de vente en force de vente. Mais à un moment donné, on n'a plus de sens de ce qu'on fait et on peut terminer en burn-out. Où on finit mal comme le loup de Wall Street. Hein. Ouais. Voilà. Soit on se dit, OK, en fait, les gens, pour qu'ils aient envie de me donner et qu'ils aient de la gratitude, en fait, il faut qu'ils reçoivent. Donc, en fait, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et à ce moment-là, je vais créer un sentiment de gratitude chez la personne qui va me dire, ah, j'ai tellement reçu de toi, je vais te donner en retour, voilà ce qu'on peut faire ensemble et voilà ce que j'ai envie de faire avec toi. En fait, du coup, je comprends quelle expérience on peut créer ensemble et ça me fait plaisir. Les valeurs que tu véhicules, j'en veux et j'en veux plus. Et à ce moment-là, l'idée, en fait, OK, on peut se dire, OK, ça peut être une tactique. Je donne pour recevoir, qui est déjà intéressante. Mais là où on fait le plus grand switch, c'est qu'on devient généreux. C'est-à-dire qu'on donne, non pas pour recevoir, mais pour le plaisir de donner, le plaisir de partager. Ouais.
Et là, c'est en général là où se passe la magie dans les entretiens commerciaux. Mais il faut lâcher prise. Voilà. Donc, C'est-à-dire que, et je ne dis pas qu'il faut lâcher prise tout le temps. Je dis qu'il y a des moments dans l'entretien où il faut savoir donner et créer et manager, on va dire, un entretien à travers une méthode. Et à la fois, à un moment donné, il faut lâcher et être généreux et inspiré et lâcher prise sur le résultat. Et là, on va commencer à co-créer ensemble quelque chose qui n'existait pas et qui fait que pour le client, ça devient du sur-mesure et qu'il a envie d'acheter. bon, bah, méditer, hein. Voilà. Très intéressant. Alors, j'ai une dernière question. Alors ça, c'est une question que je pique à un autre podcasteur sur la vente qui s'appelle Dans l'arène, donc très bon podcast de Gabriel Gourovitch. Il demande à ses invités, c'est quoi la plus belle vente que tu as fait? Et en fait, cette question-là, je trouve ça intéressant de la poser. Donc voilà, est-ce que tu peux nous... La plus belle vente que j'ai fait, c'est celle où j'ai vendu, j'ai contribué, hein, je suis pas le seul vendeur, mais c'est moi qui manageais l'entreprise à ce moment-là, et je me suis mis en avant. C'est quand j'ai vendu un contrat qui faisait 3 fois la taille de la boîte. C'est-à-dire qu'elle faisait la boîte faisait 1 million d'euros, et cette grande entreprise a acheté un contrat à 3 millions. Donc tu as changé la donne, tu as changé la donne. J'ai changé la taille de l'entreprise. la Et taille puis surtout, j'ai créé, c'est d'investir dans une société et 3 fois, lui donner un contrat qui fait 3 fois sa taille, c'est absolument incroyable. Ça veut dire qu'on a apporté de la certitude, ça veut dire qu'on a apporté de l'inspiration, ça veut dire c'est pas n'importe quoi qui permet de faire ça, de se dire, ok, j'ai confiance. Comme disent les jeunes, tu as changé le game. Ouais. Voilà. Et régulièrement, en fait, j'ai des tailles de contrats qui font qu'en gros, ça fait exploser ma boîte. Prochain, je ne sais pas de combien il sera, mais on peut viser les 5, 6 millions. Donc là aussi, tu changes on en a parlé aussi, hein, mais tu changes de paradigme. Tu te dis, tout est possible, je peux vendre des gros contrats. Ma question prioritaire, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas déjà vendu un contrat qui faisait, je sais pas, 10 fois la taille de sa boîte? Est-ce que c'est impossible dans le monde entier? Parmi les 300 millions d'entrepreneurs, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a déjà fait ça? Peu importe la taille de son entreprise. Ouais, je me dis quand même, oui, c'est peut-être possible. Donc si c'est possible pour lui, pourquoi ce ne serait pas possible pour moi? Et puis en général, quand tu l'as fait une fois, tu sais que tu peux le refaire, quoi. C'est ça. C'est le drive de se dire, ok, c'est pas impossible, quoi. Ouais. C'est possible. Et puis il y en a qui ont fait bien mieux que moi, hein. Ça c'est sûr, j'ai encore plein de choses à apprendre. Oui, bien sûr. Bon, et puis une autre question, ta vente, et après on va finir l'épisode là-dessus, ta vente la plus compliquée où tu as échoué à la fin et ça a été un apprentissage justement pour toi? La vente la plus difficile Où tu n'as pas pour moi, où j'ai échoué. Mais alors si c'est celle où j'ai échoué, en fait, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, ça a été à mes débuts. Je dirais, j'essaie de trouver. J'aurais dû te préparer cette question, elle n'est pas facile. Moi, j'ai une vente qui m'avait paru difficile. C'est quand le client ne s'attendait pas à ce que je lui remette l'offre et que je lui remette en main propre. Et je suis arrivé, c'était une société qui louait des cabines pour chantier. Et je suis arrivé, en fait, je les avais eu au téléphone, on avait fait la découverte des besoins. Et puis, il m'avait demandé de lui envoyer l'offre. Et puis, je n'avais rien dit. Je m'étais pointé une semaine après chez lui. Et puis, il m'avait je me rappelle, des directeurs comme ça, ils descendaient les escaliers. Moi, j'étais à l'accueil qui était là. Et puis, il gueulait. C'est quoi ces méthodes? C'est quoi ce truc? Ça se fait pas comme ça. Non, mais c'est quoi ces conneries? Je parle d'il y a 15 ans. Hein. Et puis, je peux comprendre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, moi, j'ai un père qui gueule. Donc dans toute mon enfance, en fait, mon système de protection, ça a été de sourire. Et donc là, mécaniquement, j'étais bloqué, mais je souriais. Et puis, alors, il me voit sourire, alors qu'il gueule, il comprend pas, et il me dit, bon, montez, quoi. Il me fait un signe énervé, et puis je m'assois dans son bureau. Et il continue de gueuler, hein. Il dit, ouais, c'est vraiment pas comme ça qu'on fait, jamais j'achèterai. Et puis, du coup, j'ouvre ma sacoche, je sors l'offre.
Et puis il la prend carrément des mains, et puis il regarde, et puis il dit ça, ouais, machin, et puis il vient sur le budget, il me dit bon, ça, faut enlever ça, et puis on commence. Ouais, en fait, donc du coup, ça a été dur émotionnellement, parce que je savais pas quoi faire. Mais mon système de défense qui fait qu'en gros, quand ça va mal, je fais pas la gueule. Dans le sens, je me dis, ok, ça peut être une opportunité aussi de prendre du plaisir, hein, parce que ça se trouve, ça peut bien se terminer. Ça peut être top. Je peux apprendre de ça. Et donc, du coup, de voir les bénéfices directs en fait, d'une vente ou de se faire engueuler ou de se faire on va dire, défoncer hein, par un client qui n'est pas content parce que ça ne rentre pas dans ce système de valeur, c'est pas comme ça qu'on devrait lui vendre, et ben ça l'a amené à acheter. Voilà. Et c'est d'ailleurs une chose que je dis aux commerciaux et aux entrepreneurs, c'est que parfois une faillite, parfois le fait de rater une vente, en fait, on peut en sourire dès le départ, dès qu'on pense à l'idée qu'on va la rater. Parce que ça se trouve, on va apprendre quelque chose après, ça se trouve, on va apprendre quelque chose pendant, ça se trouve, au moment, en fait, on est en train de vivre quelque chose qui est exactement parfait pour nous pour réussir. Bon, super Antoine, ça va beaucoup nous servir. On a beaucoup parlé de posture, d'état d'esprit, et ça, je pense que c'est clé hein, dans la vente. Comment on peut te joindre, Antoine ? On peut me joindre en allant sur le site internet, ITC Conseil ou Permis de Vente si vous êtes un entrepreneur ou un commercial, permisdevente.com. Voilà, on a des formations déjà gratuites hein, sur les méthodologies commerciales, sur le mindset, on fait des conférences. Et puis vous pouvez nous joindre au 01 39 04 60 40, qui est le standard de l'entreprise. Voilà, et puis avec tout ça, en fait, je suis en train de me poser la question de sortir un livre hein, qui s'appellera sans doute Le sens de la vente, voilà, et qui sortira peut-être l'an prochain. Voilà, on pourrait aussi lire ce livre, ce serait une opportunité de rentrer en contact et puis d'en savoir plus sur nous, sur ce qu'on est capable de vous apporter. Et peut-être qu'un jour, je ferai une séance de dédicace, on ne sait jamais. D'accord, tu me diras et je ferai la pub, j'espère dans un an, dans le 100e épisode du podcast. Avec plaisir, Alexandre. Merci beaucoup, Antoine, et donc à très bientôt et merci pour l'épisode. Avec plaisir, et merci beaucoup à toi. Allez, au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!